Tout a commencé par une utopie. Le rêve d'une vie meilleure, d'un monde plus juste, d'une humanité plus unie. Des millions de femmes et d'hommes partout dans le monde ont embrassé cette vision. En 1965, mes parents ont obtenu le droit de partir étudier à Moscou. Ils étaient au milieu de la vingtaine et vivaient en République démocratique d'Allemagne. L'Union soviétique, c'était le grand frère parmi les pays frères socialistes. Pour mes parents, c'était un privilège. Mais était-il vraiment du bon côté du monde ? L'idée qu'incarnait le socialisme, celle d'une société plus juste, n'a pas survécu à l'effondrement de l'Union soviétique. Que reste-t-il de cet empire après toutes ces années ? Que nous racontent les images de propagande officielle, soviétique et est-allemande, les films de famille de mes parents ? Que nous raconte un vieux livre de cuisine soviétique ou un paquet de cigarettes ? Ce sont autant de fragments de l'histoire dont nous suivons les traces comme dans un musée imaginaire à la recherche d'une époque disparue. Août 1991. Le soleil brille sur Leningrad. C'est le lendemain du grand chaos, la tentative de putsch militaire organisée pour maintenir au pouvoir le Parti communiste. Personne n'est en mesure de prédire la suite des événements. La population s'oppose au coup d'État, l'immense pays est à l'agonie. La misère économique a réveillé le désir d'identité nationale, le besoin de se blottir dans le giron de mère Russie. Le putsch est une tentative désespérée de sauver l'Empire, le pouvoir des soviets. Mais le peuple n'en veut plus. Il est descendu dans la rue, à monter des barricades. L'URSS est à bout de souffle. Le président, Mikhaïl Gorbatchev, est en vacances en Crimée. Le matin du 19 août, il apprend par la radio qu'il n'est plus en mesure de remplir ses fonctions pour raison de santé. L'annonce est suivie d'extraits du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, comme lors du décès des grandes personnalités politiques. Les concepts de glasnost et de perestroïka, transparence et restructuration défendus par Mikhaïl Gorbatchev, étaient peut-être les dernières utopies soviétiques. Le KGB et l'armée l'accusent d'avoir trahi la patrie. Le coup d'État échoue et Gorbatchev revient à Moscou. Mais il n'est plus maître de la situation. Lorsqu'il s'adresse au peuple soviétique, c'est comme si rien n'avait changé. Comme d'habitude, on lui sert une tasse de thé fumante. Mais ce petit détail ne fait pas illusion. C'est le début de la fin. L'Empire soviétique s'étendait autrefois jusqu'en RDA. Les militaires soviétiques et leurs familles suivent avec inquiétude ce qui se passe dans leur pays. Was sagen Sie dazu? И какое ваше отношение? Очень испугалась. Ich bin sehr erschrocken gewesen. Очень боюсь, не знаю, что будет дальше. Was ist denn so passiert? Wovor haben Sie Angst? И чего вы боитесь? Как жить дальше? Wie wir weiterleben sollen. Переворот должен был происходить, да? Конечно. Aber der Umsturz, der musste ganz einfach kommen. Warum musste der А Umsturz kommen? почему? Ну, люди не живут как надо.
Und weil einfach das Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Я вообще придерживаюсь демократических Ich bin also взглядов. Я für антикоммунист по die demokratische Ansicht. Ich bin eigentlich von der Я считаю, Überzeugung что her вот это Antikommunist. разговоры о сохранении Советского Союза, Mir scheint, dass also die Gespräche über die Erhaltung der они приведут к Sowjetunion возрождению еще одной sie империи. dazu führen, dass ein neues Imperium auferstehen wird. Такой империи история не знала. Это будет страшно. Und ein solches Imperium hat die Geschichte noch nicht gekannt. Das wird schrecklich sein. Вот, я против этого переворота, естественно. Und ich bin gegen diesen Umsturz natürlich. En août 1965, mes parents mettent le pied sur le sol soviétique. C'est la première fois. Ma mère veut devenir professeure de danse classique. Mon père, restaurateur de tableaux. Ils ont hâte de découvrir la vie à Moscou. Ils parleront souvent de cette ville gigantesque, de la mélancolie de ses habitants qui se croisent d'un pas pressé. On sourit rarement dans la terre promise de Lénine. Un jour d'hiver, par un froid glacial, mes parents se joignent à la file d'attente aussi longue que disciplinée devant le mausolée de Lénine. Un soldat interdit à ma mère d'enfouir ses mains gelées dans les poches du manteau. Elle entend des femmes russes discuter derrière elle. Certaines disent avoir entendu que le corps exposé serait en réalité un mannequin. Déjà à l'époque, la profonde vénération pour Lénine avait dégénéré en attraction touristique. Célèbre dans le monde entier, le monument en granit rouge a été un élément crucial de la mise en scène des triomphes soviétiques. Du haut de son toit, les dirigeants du pays saluaient le passage des parades sur la place rouge en contrebas. Ces images qui faisaient le tour du monde ont montré l'ascension et la chute d'une puissance mondiale. Le mausolée de Lénine est devenu le haut lieu de pèlerinage du communisme. Il devait surpasser la Mecque ou Jérusalem. Les images de la foule véhiculaient toutes le même message. Das russische Wunder, das ist die Idee des Kommunismus. Le mausolée a été mis en chantier dès le lendemain de la mort de Vladimir Ilitch Lénine, en 1924. On avait prévu de n'exposer le corps que brièvement. Mais face au flot ininterrompu de citoyens venus lui rendre un dernier hommage, il a été décidé de l'embaumer et de le laisser exposer. Une déclinaison moderne du culte des morts. La présence du corps comme preuve de l'existence du léninisme. Quelques jours seulement après la disparition du grand leader révolutionnaire, la ville de Petrograd est rebaptisée Léningrad. La ville d'où est partie la grande révolution socialiste d'octobre, le grand tournant. C'est justement là que m'a conduit mon premier voyage en avion. J'avais 8 ans et ne savais pas grand-chose ni de l'Union soviétique ni de Lénine. Mais je connaissais les contes russes où les filles de paysans pauvres sont épousées par des princes. Mara, l'amie de mes parents, nous a accueillis à Léningrad. Je trouvais qu'il ressemblait à une star de cinéma. Il faisait très chaud ce jour-là et nous sommes allés visiter le palais d'été du tsar à Peterhof, le Versailles russe. Et j'en étais la princesse. Ici rayonnait le lustre d'une époque révolue. Cette époque avait pris fin en 1917. La Russie était un pays rongé par la misère et le désespoir. La Première Guerre mondiale était en train de l'achever. Vladimir Ilitch Lénine, fils d'aristocrate, a su être là au bon moment. C'était un tacticien hors pair. Il appelle au grand renversement. Et au bout du compte, 10 jours en octobre auront suffi pour changer le monde.
Les images de la grande révolution socialiste d'octobre sont gravées dans les mémoires. Ce sont pourtant des mises en scène, comme celle du réalisateur Sergueï Eisenstein. Le Big Bang de l'Empire soviétique, dans la belle Pétrograd, est entré dans l'histoire par le cinéma. Le mythe fondateur de l'Union soviétique avait besoin d'images de héros qui assaillaient, mouraient et gagnaient. Mais ce n'est pas comme ça que s'est déroulée la prise de la ville. La grande révolte populaire était un coup d'État militaire brillamment orchestré par les bolcheviks. Mais l'effacement des 300 ans de règne de la maison Romanov et la naissance d'une superpuissance ne pouvaient se contenter d'un tel récit. Cela aurait été bien trop banal. Vladimir Ilitch Lénine est devenu l'icône de la révolution. Il avait renversé la monarchie qui s'était faite haïr. Grâce à Lénine, le rêve d'un monde plus juste semblait à portée de main. En réalité, il a ouvert la voie à une dictature de la terreur. La révolution accomplie, l'urgence est à la modernisation d'un pays obscurantiste et arriéré. Le monde observe avec fascination, car le tempo est étourdissant. Le territoire se couvre d'un réseau ferroviaire de 1000 km, de routes, de barrages, de centrales électriques. Les reportages est-allemands feront le récit de l'héroïsme soviétique. Wasser fließt in Wüsten und Steppen und neue Kraftwerke schicken in tausende Dörfer Licht. Denn Sozialismus, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung, so lehrte Lenin. L'Homo soviéticus, l'homme soviétique, est né. Il vit dans un pays composé de 15 nations où, malgré leurs origines diverses, les ouvriers travaillent en harmonie. En tout cas, c'est la vision de Joseph Staline. L'héritier de Lénine va construire un État multi-ethnique selon ses critères. Il se présente en nouveau sauveur et fonde le mythe du peuple soviétique uni. Mara, l'amie de mes parents, a dit un jour que Staline était vénéré parce que les Russes aiment la douleur. Il disait souvent ce genre de choses avec un sourire triste tout en fumant les cigarettes les plus fortes du RSS. Elle s'appelait Belomorkanal et devait leur nom à l'un des chantiers les plus mégalomaniaques de Staline. Un canal long de 227 km, reliant la mer Baltique à la mer Blanche. Église, village traditionnel, forêt ou colline, tout ce qui se dresse en travers du tracé doit disparaître. 21 millions de mètres cubes de terre seront déplacés. Le chantier pharaonique exige une quantité de main-d'œuvre colossale. Les travailleurs forcés et les prisonniers forment le gros de ces troupes qu'on surnomme les soldats du canal. On estime leur nombre à 250 000. Des koulaks, des prêtres, des négociants, des intellectuels, des artistes, mais aussi des voleurs et des prostituées. Ce sont les ennemis de classe, les rebuts de la société, qu'il faut rééduquer et transformer en ouvriers méritants et exemplaires. Entre le début du chantier en 1928 et l'inauguration du canal de la mer Blanche en 1933, au moins 12 800 personnes vont mourir par le travail. Et le canal ne remplira jamais ses objectifs stratégiques. Il n'est pas assez profond pour la circulation des gros navires. Mais il a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire du pays. Le système du goulag. Le monde sinistre des camps de travail mis en place par Staline pour les traîtres et les renégats du régime. Staline,
l'homme d'acier. C'était le pseudonyme que s'était choisi le braqueur de banque et révolutionnaire Iosif Vissarionovitch Djougashvili, né à Gori en Géorgie. Il est toujours resté fidèle à sa devise. Les grandes œuvres exigent de grands sacrifices. Seule la pensée collective est capable de réaliser des miracles. Magnitogorsk, la ville d'acier, est l'un de ces miracles. Au beau milieu de la steppe, à 1200 km de Moscou, une cathédrale de cheminées et de hauts fourneaux sort de terre. Elle occupe une surface de 20 km sur 10. Magnitogorsk devient le symbole de la nouveauté radicale. C'est ici que l'homme nouveau prend forme et s'incarne dans la figure de l'ouvrier. Abstich am Hochofen 7. Hier wird ein Viertel produktiver gearbeitet als in den modernsten Hochofenanlagen der Vereinigten Staaten. La propagande omet de dire que la technologie de l'acierie la plus moderne au monde a été fournie par une entreprise américaine de Cleveland. Magnitogorsk grandit et devient la vitrine du socialisme. Des milliers de jeunes volontaires du monde entier y affluent. On y vit sous tente ou dans des baraquements. L'usine avant tout. Une nouvelle époque commence, le temps des héros. Les journaux parlent de la bataille de l'acier, de front du travail. En quelques années, l'Union soviétique bascule dans la modernité industrielle. Cette transformation fulgurante exerce une grande fascination. Dans les années 1930, le documentariste néerlandais Joris Ivens se rend sur le chantier de Magnitogorsk, où il va réaliser le film Komsomol ou le chant des héros. Mythe, kitsch révolutionnaire et mensonge. Il manque les images de la terreur. Staline a aussi fait déporter des travailleurs forcés à Magnitogorsk. En Union soviétique, une chape de silence a longtemps recouvert le goulag stalinien. Mes parents se souviendront toujours de leur rencontre avec Lala lors d'une fête étudiante à Moscou dans les années 60. Médusés, ils avaient écouté la jeune femme leur raconter comment ses parents avaient été emmenés lorsqu'elle avait 4 ans. Ils seraient morts de faim au goulag. Cela semblait inconcevable à l'époque. Ce n'est que bien plus tard que le monde allait apprendre que les camps de Staline avaient compté au moins 18 millions de détenus. L'écrivain Alexandre Solzhenitsyn était l'un d'eux. Il avait été condamné à 8 années de goulag pour avoir critiqué Staline dans des lettres privées. En 1975, une adaptation théâtrale du roman de Solzhenitsyn, L'archipel du goulag, est jouée à Essen, en République fédérale d'Allemagne. Le public découvre l'étendue de l'horreur. Hier leben wir in Gulag. Das ist ein unsichtbares Land. Du findest es auf keiner Landkarte, in keinem Geschichtsbuch. Kein Psychologe schreibt darüber. Es ist das berühmte Land in den 99 Beinen und einer lacht. Ich ziehe es vor zu lachen. Mir ist nicht zum Lachen. Après la publication du roman à l'Ouest en 1974, l'écrivain doit quitter Moscou contre son gré. Il est expulsé du pays. Son premier point de chute sera la maison de campagne de l'écrivain allemand Heinrich Böll. Das Solzhenitsyn hat alles erklärt, ich glaube sehr plausibel. Ich bin sehr müde. Und ich bin besorgt wegen meiner Familie. Er kann erst weitersprechen, wie er gesagt hat, wenn sich seine Situation geklärt hat. Dann wird jede Gelegenheit sein, mit ihm zu sprechen, sobald er es wünscht. Und ich fände es gut, wenn Sie jetzt gehen. Finden Sie das nicht als ungastlich zu verstehen, damit er Ruhe gibt. Räumen Sie doch bitte den Hof
Und mehr ist heute nicht zu sagen. Dans son roman, Alexandre Solzhenitsyn décrit comment, depuis sa détention, il associe l'odeur du pain à la vie. Tandis que des milliers de prisonniers mouraient de faim dans ces camps, Staline faisait publier un livre de cuisine très politique. Le livre de la nourriture saine et savoureuse. Les illustrations, où se côtoient les aliments industriels et les plats simples et traditionnels, sont de véritables natures mortes socialistes. Les recettes sont complétées par un rappel des manières de table. Staline voulait prouver que même l'alimentation pouvait être moderne, rationnelle et économique. Un mirage. Les produits si généreusement mis en scène étaient souvent des denrées rares. Mais en 1935, Joseph Staline déclare « La vie est devenue plus joyeuse, camarades ». Il annonce la fin du temps du renoncement et de l'ascétisme. En 1935, il supprime les tickets de rationnement. À Moscou, l'abondance est mise en scène pour la nouvelle élite socialiste. L'ancien doit faire place au neuf. Dans les années qui ont suivi la Révolution, la ville a grandi au-delà de ses moyens. Elle compte déjà 4 millions d'habitants en 1939. Il leur faut des logements et des moyens de transport. La construction du métro de Moscou sera le projet fétiche de Staline. Il veut le plus beau métro du monde, des palais souterrains pour le peuple. Une vie radieuse, tandis que le pays s'enfonce dans la peur et la terreur. À partir de 1937, une vague de dénonciations, d'arrestations et de parodies de procès déferle sur Moscou, plaque tournante de la grande terreur stalinienne. Staline est un personnage névrosé, ivre de son pouvoir. Il se méfie même de ses plus proches collaborateurs. Une expression du visage lui paraît suspecte, il fait exécuter la personne. Staline assure son pouvoir par la peur. Après la victoire alliée sur l'Allemagne nazie, le dictateur se présente en sauveur du monde. Il arrache aux puissances occidentales un traité qui lui assure la domination d'une bonne moitié de l'Europe. L'Armée rouge a contribué de manière décisive à libérer l'Europe du fascisme. Mais l'Union soviétique l'a payé au prix fort. La Grande Guerre patriotique est la plus meurtrière de son histoire. Elle a coûté la vie à 27 millions de citoyens. Les héros de retour du front sont portés au nu. Ils alimentent le mythe du peuple russe sacrificiel, de ce peuple qui, malgré les épreuves et les calamités, se relève toujours. Voilà qui réveille les sentiments patriotiques. Les cérémonies du jour de la victoire vont bien au-delà de la simple commémoration nationale. Elles célèbrent le triomphe du bien sur le mal. Et bien sûr, le plus grand des héros à l'époque, c'est Staline. À sa mort, le 5 mars 1953, le dictateur laisse un pays où les notions de bien et de mal se confondent depuis longtemps. Avec Staline, le mensonge est devenu vérité. On ignore ce que peuvent cacher les visages endeuillés. Dans la population, beaucoup le pensaient immortel. Un avenir sans lui semblait impossible dans tous les pays du bloc de l'Est. Ce n'est qu'après la mort de Staline que la vérité est revenue à très petits pas. Une dizaine d'années plus tard, lorsque mes parents font leurs études à Moscou, la volonté de sortir de l'isolation est palpable dans le pays. Moscou se montre ouverte et cosmopolite. Pour ma mère, un rêve devient réalité. Une blessure avait mis fin à sa carrière de danseuse.
Maintenant, elle va étudier la pédagogie de la danse auprès des stars du ballet russe et assister aux répétitions du théâtre Bolchoï. La grande ballerine Natalia Dudinskaya, en personne, m'avait offert cette photographie quand j'étais petite, dédicacée. C'était alors déjà une vieille dame toute menue, aux genoux usés. Elle nous avait reçus dans un appartement somptueux à Leningrad. Je me souviens de son geste gracieux pour nous inviter à entrer chez elle. En voyant Natalia Dudinskaya, on sentait que la danse classique était certainement la seule forme d'expression artistique de l'ère tsariste à avoir traversé indemne la Révolution. La grâce et la beauté du ballet sont le fruit d'un travail quotidien éprouvant. Depuis des décennies, les écoles de ballet appliquent la méthode Vaganova, du nom de la danseuse qui concevait la danse comme un langage artistique bien au-delà de la pure technique. En Union soviétique, son savoir est enseigné par les maîtres de ballet et non par les livres. Une transmission rigoureuse de la tradition en montrant. C'est l'illusion de la facilité, de la légèreté qui fascine le public. L'extraordinaire virtuosité des grandes ballerines était acclamée dans les opéras du monde entier. À l'Ouest, le ballet russe est plébiscité. On y voit le plus beau produit d'exportation du socialisme. In New York gastierte das Moskauer Bolschoi-Theater und Tausende drängten sich nach den Eintrittskarten. Im Rahmen des amerikanisch-sowjetischen Kulturabkommens gastierte die große Prima Ballerina der Moskauer Oper, Galina Ulanova, in der Metropolitan Oper. Sie ließ ihre Verehrer für ein paar Stunden alles vergessen, was unsere Welt so unselig trennt. Chez mes parents, le souvenir de leurs années d'études est profondément marqué par les splendeurs de l'ancienne Russie. Parmi les rares objets qu'ils ont gardés de cette époque, se trouve une icône traditionnelle. Mon père en avait restauré beaucoup, et il avait eu le droit d'en garder une. Cela peut sembler pathétique, mais ce qui accompagne mes parents depuis cette époque, c'est un attachement intime à ce qu'on appelle l'âme russe. Ils faisaient de nombreuses excursions en dehors de Moscou à la découverte des monastères et des églises. Leur chemin y croisait une Russie ancestrale, des campagnes à peine effleurées par la fameuse modernité des grandes villes. Là, le temps semblait immobile, comme si la révolution n'avait jamais eu lieu. Mais la politique culturelle soviétique sait aussi utiliser à son avantage la magie de l'authenticité. Comme l'eau courante et l'électricité, la culture doit être acheminée jusque dans les derniers recoins du pays. Un documentaire réalisé dans les années 1980 par la DEFA, la société de production d'État de la RDA, raconte l'histoire d'une troupe de comédiens passionnés qui, tous les ans, naviguent sur l'Ob et font étape dans les villages. En Union soviétique, la culture appartient à tous. Und für uns Erwachsene ist es auch immer ein Ereignis, etwas Neues. Sonst sehen wir doch sowas hier nicht. Wenn das Tobolsker Theater zu uns kommt, ist das ein Feiertag. Und welche Stücke mögen Sie? Ich sehe mir alles an, nacheinander.
Zu den Tragödien gehe ich nun nicht mehr. Da muss ich immer zu weinen, da stört mich das Alter. А что полегче, это для меня хорошо, я иду с удовольствием. Dans ce pays gigantesque, faire éclore les talents est aussi une question de lutte des classes. À près de 2000 km de Moscou, la ville géorgienne de Tbilissi accueille à partir des années 1970 un centre d'excellence chargé de former les jeunes prodiges de la musique classique. Leur virtuosité sera une preuve supplémentaire de la supériorité du socialisme. L'Union soviétique exige des performances hors du commun pour bouleverser le peuple. En 1980, nous passons nos vacances d'été en Géorgie avec Mara et sa femme Lydia. Mara raconte un jour, presque en passant, que son père aussi a été déporté par la police secrète de Staline en 1937. Quand ma mère lui a demandé s'il n'avait jamais essayé de le chercher, Mara a dû avoir un doux sourire. Quelle question! Cet été-là, on discute beaucoup entre adultes, de vie dans le mensonge, de vérité inculquée. J'avais 9 ans et ne comprenais pas grand-chose à tout ça. Pour moi, ces vacances ont été les plus belles de mon enfance. Des villas d'une blancheur immaculée, des jardins botaniques, le soleil et la mer. La Riviera de l'Est. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des trains diesel au design futuriste convoient les ouvriers méritants vers cette destination de rêve. Un message adressé au reste du monde. L'Union soviétique prend soin de ses citoyens. La famille du tsar et l'aristocratie russe venaient autrefois se reposer dans les villas blanches qui bordent la mer Noire. Nationalisées et transformées en sanatorium, les magnifiques bâtisses incarnent désormais la victoire du socialisme. Tout un chacun doit pouvoir s'y reposer. Les scientifiques, les métallurgistes, les enseignants et surtout les héros de l'Union soviétique, comme Youri Gagarin. Ihren diesjährigen Sommerurlaub verbringt die Familie Gagarin in Sotschi an der Schwarzmeerküste. Es spricht für den Takt der vielen tausend sowjetischen Arbeiter und Angestellten, die sich hier ebenfalls erholen, dass man den berühmten Kosmonauten nicht anstarrt wie eine Filmdiva, ihn nicht umlagert und keine Autogramme fordert. L'Union soviétique était le pays des héros. Chacun pouvait en devenir un, à condition de faire preuve d'abnégation et de courage. Youri Gagarin était le héros parfait. Der erste Mensch im Kosmos, ein Kommunist. Un fantasme de l'humanité se réalise le 12 avril 1961. Youri Alexeyevitch Gagarin est le premier homme à voyager dans l'espace. Pendant 108 minutes, le cosmonaute soviétique va voler autour de la Terre. Le bloc de l'Est a démontré sa supériorité technologique à l'Occident. Le monde éprouve une soudaine bienveillance pour l'Union soviétique et Youri Gagarin, l'homme qui a pris d'assaut l'espace. После запуска первого спутника у меня появилась мечта. А может быть, когда-нибудь я стану космическим путешественником. Когда-нибудь, возможно, поведу космический корабль в просторы Вселенной. И, очевидно, с тех пор и заболел этой космической болезнью. Youri Gagarin avait le profil idéal. Un corps parfaitement entraîné et des origines modestes.
Fils d'une agricultrice et d'un charpentier, il incarnait le spécimen type d'une époque. Le bon gars du village qui respirait le patriotisme et ne doutait pas un instant du succès de sa mission. Il valait mieux pour lui. Son retour était loin d'être garanti. Земля, я Космонавт. Проверка связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов. Yuri Gagarin devient la première superstar de l'Union soviétique. À Rome, l'actrice et sex-symbole Gina Lollobrigida lui aurait même donné un baiser. Le succès du cosmonaute permet à l'Union soviétique de présenter l'image rêvée d'un monde meilleur, radieux, progressiste et conçu pour le bien-être du peuple. Nikita Khrouchtchev, le nouvel homme à la tête du pays, lui en sera éternellement reconnaissant. C'est une nouvelle course gagnée contre les États-Unis, une nouvelle victoire du socialisme. Gagarine va faire l'objet d'une dévotion quasi religieuse. Il se verra remettre 6924 médailles, ordres et titres honorifiques. Dans la liste des grands mythes du pays, la conquête du cosmos vient juste après la Révolution d'Octobre et la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Mais à peine quelques mois plus tard, la grande expérience socialiste menace de dérailler. Die West-Berlin-Frage muss einer Lösung zugeführt werden, da die anomale Lage den Frieden in Deutschland und in Europa bedroht. La question berlinoise est aussi une épine dans le pied des soviétiques. Berlin a été divisé en 4 secteurs après la guerre. Américains, Britanniques et Français contrôlent la partie ouest, les soviétiques la partie est. Cette situation particulière a fait de la ville le principal point de passage pour celles et ceux qui veulent rejoindre l'ouest. La partie socialiste de l'Allemagne est menacée d'une véritable hémorragie migratoire. Encouragé par le succès de ses aventures spatiales, Nikita Khrouchtchev fait monter la pression sur les Occidentaux en 1961. Il réitère un ultimatum lancé 3 ans plus tôt. Soutenu par la RDA, il pousse au retrait des troupes alliées pour que Berlin devienne une ville libre qui se retrouverait de fait sous influence soviétique. Les Occidentaux refusent de céder. Avec la construction du mur de Berlin en août 1961, la RDA assure non seulement sa pérennité, mais renforce la sécurité de l'Empire soviétique. Peu après l'achèvement du mur, un journaliste belge vient recueillir les impressions des habitants de Berlin-Est. Ist es richtig so, dass die Mauer ist, ja? Meinen Sie wirklich? Ja, das ist richtig so, dass die Mauer ist. Ich bin Berliner, nee, die Mauer muss weg, man kann ja nicht zu seinen Verwandten. Also ich bin eine von denen, ich bin im staatlichen Handel. Aber ich würde jedes Wochenende zurückkommen. Denn man hatte ja vorher die Gelegenheit zu gehen. Und dann habe ich eine Mutter von 78 Jahren, die würde auch immer wieder zu ihrer Tochter gehen. Aber mal so wenigstens so, alle 4 Wochen müssten wir schon mal rüber können. Ja, also ganz ehrlich, das musste sein. Es war 1961 höchste Zeit, dass sie gekommen ist. Mes parents me disent que le mur avait peut-être sauvé la RDA, mais pas leur foi dans le socialisme. À Moscou, ils savourent les petites libertés qui leur sont interdites chez eux. Les week-ends, ils les passent souvent au parc Gorki. Leur statut d'étudiant ne leur donne pas droit à un appartement commun dans la résidence qui les héberge. C'est presque un miracle qu'ils trouvent un logement lors de leur 2e année à Moscou. Il est dans une Khrouchtchevka, un immeuble à 5 étages en panneaux de béton. La majorité des citoyens soviétiques vit encore dans des appartements collectifs étroits, les kommunalka, à raison d'une famille par chambre. Mes parents ont un petit royaume rien qu'à eux.
Les nouveaux appartements de rêve du socialisme sont prémontés puis acheminés sur les chantiers. Ils sont bas de plafond et exigus. On y entend le moindre bruit de l'appartement voisin. Tout cela n'est pas très différent des communalka mal aimés, mais avec un peu plus de sphère privée. L'appartement normé en panneaux de béton a rapidement conquis tout le bloc de l'Est. In größerer Zahl solche Wohnungen bauen zu können, entstand eine eigene Industrie. Ihr Motto lautet: Les urbanistes est-allemands affectionnent tout particulièrement cette manière de construire terriblement efficace qui permet de loger en un temps record des dizaines de milliers de personnes. Des quartiers entiers sortent de terre, avec écoles, jardins d'enfants et centres socioculturels à proximité et accessibles à pied. Tout est uniformisé. C'est la négation d'une ville humaine. Tout au long des années 1950, de véritables villes composées d'immeubles en panneaux de béton poussent à la lisière des métropoles. En Union soviétique, on les appelle les micro-rayons, les micro-districts. Des millions de citoyens vont être logés dans ces constructions qui privilégient la fonctionnalité à l'esthétique. La jeune génération ne veut plus vivre dans le renoncement. Le nouveau citoyen soviétique veut un frigo rempli avant d'avoir à s'inquiéter de la victoire du socialisme. Les héros sont en voie de disparition. Nikita Khrouchtchev l'a compris et sait se faire apprécier par la population. Il est différent de Staline. C'est un homme du peuple, un fils de paysan qui fonctionne à l'instinct. Contrairement à son prédécesseur, il laisse ses citoyens relativement tranquilles sur le plan politique. Avec son arrivée au pouvoir dans les années 1950, l'étau va se desserrer pour une brève période. Pourtant, lui aussi est guidé par la foi dans le triomphe inéluctable du socialisme. How many years has America existed already? 300? 150 years of independence. Well then, we will say America has existed 150 years, and this is her level of achievement. We have existed not quite 42 years, and 7 years from now, we will be on the same level of achievement as America. Animé par ce sentiment de supériorité, Khrouchtchev va d'ailleurs offrir à la guerre froide l'un ou l'autre épisode particulièrement glacial. Il répète à loisir que l'Union soviétique est capable de produire des missiles à la chaîne comme on fabriquerait des saucisses. À l'image de ses prédécesseurs, il aime exhiber sa force à l'occasion des célèbres défilés militaires. Ces défilés sont une mine de renseignements pour qui sait lire leur chorégraphie. Les observateurs étrangers en déduisent si le temps est à la crispation ou à la détente. Le corps collectif au fonctionnement parfait. Un spectacle annuel d'une puissance mondiale qui se voulait invulnérable jusqu'à la fin des temps. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, la méga-machine Union soviétique s'enraye. Après des années où tout est allé toujours plus haut, plus vite, plus loin, le cœur du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à 120 km de Kiev en Ukraine, entre en fusion. Des tubes de force explosent. L'eau de refroidissement s'échappe. Les blocs de graphite prennent feu. Le cataclysme redouté est arrivé. 10 jours sont nécessaires pour éteindre l'incendie. Des soldats vêtus de combinaisons de fortune s'escriment à déblayer les matériaux radioactifs à l'aide de pelles. Une entreprise aussi désespérée qu'inutile. Les habitants de Pripyat, la ville à proximité du site, n'ont été évacués que 36 heures après l'accident. Trop tard pour échapper aux séquelles des radiations. Pripyat est aujourd'hui une ville fantôme.
Tchernobyl a mis un terme brutal aux promesses de progrès du communisme. Tout avait été subordonné à la réalisation du grand objectif. Jusqu'à ce jour, en avril, où un ingénieur a pris une mauvaise décision lors de la simulation d'une défaillance électrique. Il expliquera ensuite que ce sont avant tout le mode de construction et le mauvais état du réacteur qui sont à l'origine de l'accident. Non, ce n'est pas un accident. C'est une catastrophe. À partir des années 1950, toute une partie du monde a misé sur l'énergie nucléaire. La menace d'un épuisement des ressources fossiles était déjà connue. Dans les pays du bloc de l'Est, le développement du nucléaire s'est fait sans débat autour des risques potentiels. Le pouvoir des soviets plus l'électrification. L'utopie communiste n'a cessé de suivre la formule ambitieuse de Lénine. La surexploitation des forêts est un autre phénomène que personne n'a voulu endiguer. Pendant des années et des années, l'Union soviétique a déboisé d'immenses surfaces. Dès les années 1980, un documentaire est-allemand en montrait les conséquences. Noch bis vor kurzem ließen wir uns in unserem Leben von dem Gedanken leiten, wir können auf die Gaben der Natur nicht warten. Unsere Aufgabe ist es, sie von der Natur zu holen. Nun, davon ausgehend haben wir auch gehandelt. Wir haben viel genommen. Vielleicht zu viel, vielleicht zu eifrig. Il a fallu payer le prix de l'irresponsabilité généralisée. En dernier lieu, dans un système où tout appartient à chacun, personne n'est plus responsable de rien. La catastrophe du 26 avril 1986 à Tchernobyl a précipité la fin de l'Union soviétique. Mes parents sont restés 3 années en Union soviétique. Ils ne s'imaginaient pas y vivre. Mais ils y ont reçu, comme ils le disent, la meilleure formation de leur vie. Mes parents parlent encore couramment le russe. Ils restent profondément attachés à ce qu'on nomme l'âme russe. C'est le cœur chaud, comme dit ma mère. Et il est inoubliable. La dureté extérieure du système, en revanche, leur a fait perdre toute foi dans l'Union soviétique. Et finalement dans le socialisme. Le 7 octobre 1989, on célèbre le 40e anniversaire de la RDA à Berlin-Est. C'est l'ultime tentative du pays frère de se persuader que tout va continuer. L'ambiance est glaciale entre le président du Conseil est-allemand Erich Honecker et le président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev. À son arrivée, Gorbatchev a été accueilli par la foule comme une star. Sa politique de la glasnost et de la perestroïka, transparence et restructuration, a remis en cause tout l'empire soviétique. Ce jour-là, à Berlin-Est, il prononce une phrase qui est peut-être sa plus célèbre. Meinen Sie, dass die Situation jetzt in der DDR gefährlich ist? Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. 4 semaines plus tard, le mur de Berlin tombe. Sa chute symbolise le changement en Europe de l'Est. C'est la fin de l'idée communiste, de l'idée d'un homme meilleur et d'un monde plus juste. Les archives de l'époque résonnent de déclarations euphoriques, mais pas seulement. D'autres voix sont plus posées. Ja, gibt es eine große Enttäuschung, dass das nun zu Ende ist mit der DDR, mit diesem sozialistischen Versuch? Frau Luise, wie denkst du? Ja, es ist einerseits schade, dass dieser Versuch gescheitert ist. Aber wir haben es ja nur am eigenen Leibe erfahren, dass das eben vorne und hinten nicht klappte und die Menschen einfach noch nicht so weit sind. Das wird nach wie vor ein Traum der Menschen bleiben, ja.
Aber es ist eben zurzeit noch nicht möglich. Nur noch eine. Ja? Was ist die Alte? Die ist doch fantastisch. Einwandfrei. Besser wie vorher. Mikhail Gorbatchev a changé le monde. Chez lui, il passe pour le fossoyeur de l'URSS. Au cours des festivités du 1er mai 1990, il est hué par son peuple. L'année suivante, le 25 décembre 1991, il annonce sa démission. Puis, comme après toutes ses allocutions télévisuelles, il veut boire une tasse de thé. Mais la tasse, ce jour-là, est vide. Personne ne s'en est occupé. Le lendemain, l'Union soviétique est dissoute. Il reste les vestiges d'un monde disparu. Des années plus tard, ils apparaissent comme les fragments d'un conte noir qui rêverait toujours d'une fin heureuse. Katjenka. Daniluschka. So ist es recht, Daniluschka. Du hast deine Braut nicht gegen eine steinerne Schönheit eingetauscht. Du hast dich von meinem Reichtum nicht blenden lassen. Du hast meine Prüfung bestanden. Werde glücklich mit ihm, Katjenka. Und als Belohnung für deine Treue nimm dies hier.